Salut les étudiants chimistes, alors aujourd'hui c'est un sujet que je suis très content de traiter parce que je le trouve hyper intéressant. On va faire l'approche documentaire de BioInorga dans laquelle on va notamment parler de l'hémoglobine. Vous savez que le dioxyde de carbone et le dioxygène sont des gaz qui sont très peu solubles en fait dans l'eau, donc voilà. Et c'est grâce à l'hémoglobine justement qu'on va pouvoir transporter le dioxygène de nos poumons vers les tissus et le dioxyde de carbone des tissus là où il est produit vers les poumons pour l'expirer. Et bref, vous allez voir, c'est passionnant. Cette molécule est absolument formidable et elle joue aussi un grand rôle. Bon, on ne pourra pas parler de tout, mais notamment dans l'activité physique, on va voir que c'est vraiment une molécule qui est extraordinaire parce que son fonctionnement est vraiment super bien adapté à l'activité sportive. Et en parlant de ça, j'en profite parce que regardez, je suis en train de charger la prochaine vidéo là qui sort sur Blablaro Labo. Donc au moment où vous verrez l'approche doc, cette vidéo là, elle sera en ligne. Et ça, c'est du gros projet. Ça va être assez kiffant. Donc, je vous mets même l'affiche là. Poum. Allez jeter un œil. On parle de l'utilisation des graisses et des sucres pendant l'exercice. Et on revient sur des idées reçues, des vieilles idées reçues dans le sport. Bref, j'arrête de faire mon auto-promo. De quoi va-t-on parler? Du coup, voilà, je vous l'ai déjà un peu dit, de l'hémoglobine, de la myoglobine, un petit peu du cytochrome P450, mais rapidement. Voilà. Je tiens à préciser que pour suivre cette vidéo, il faut avoir quand même des bases en chimie quantique et notamment avoir vu le chapitre qui traite des orbitales moléculaires dans les complexes de géométrie octaédrique. Comme d'habitude, le sujet est en description. Inutile de regarder la vidéo si vous n'avez pas lu l'approche doc parce qu'il y a des documents et de nombreuses informations sont dans les documents. Donc d'abord on lit le document, on essaie de répondre aux questions et après on regarde la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors, dans la première question, on nous demande d'expliquer comment l'hémoglobine est capable de transformer à la fois le dioxygène et le dioxyde de carbone dans l'organisme. Donc, toutes les infos quasiment sont dans les documents. Alors, je vous rappelle un point très important pour vos concours. Quand vous répondez à des sujets sur lesquels il y a des documents, pensez à citer le document. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire dans le document 1, tac, et il est dit que, et boum, on peut répondre. Okay, même si moi, ici, je considère que vous l'avez lu, donc je ne vais pas forcément constamment référencer les documents, mais pensez quand même à ça. Alors, je vais mettre le stylo à la bonne taille, voilà, comme ça devrait être bien. Pour le dioxygène, en fait, on apprend dans les documents que c'est plutôt le fer. Alors, je vais le représenter comme ceci, de manière simplifiée, mais c'est l'atome de fer dans l'hémoglobine, qui est entouré des atomes d'azote, donc les azotes de l'hème et puis un azote de l'histidine, qui va se lier au dioxygène. Donc c'est l'interaction fer-dioxygène, où le dioxygène va jouer le rôle de ligand, qui permet de transporter le dioxygène des poumons vers les tissus. Ok, donc là c'est l'interaction fer-O2. Et puis pour le dioxyde de carbone, on apprend que c'est un groupement amine primaire, qui sera un résidu d'une chaîne polypeptidique. Donc pour le CO2, en fait, c'est une amine primaire qui pourrait réagir avec le CO2 et le fixer sous forme de composé carbaminé. Alors pour votre info, ça donnerait quelque chose comme ceci. Et on peut même s'amuser à écrire un petit mécanisme pour ce genre de réaction. Là, c'est assez simple parce qu'on voit directement que on a une amine primaire nucléophile. En face, on a le dioxyde de carbone qui va pouvoir jouer le rôle d'électrophile. Donc on va démarrer naturellement par une addition nucléophile comme ceci. Et puis ensuite, on fait une deuxième étape de prototropie. Et on obtient le bon composé. Voilà. Bon, ensuite, combien de molécules de dioxygène peut transporter une molécule d'hémoglobine? On a 4 fer par hémoglobine, donc on peut transporter de 4 dioxygènes. Donc en fait, une équation globale de complexation qu'on pourrait écrire, c'est hémoglobine plus 4O2 qui donnerait HbO2 4 fois, par exemple. Évidemment, il y a aussi les formes intermédiaires qui sont possibles. Et puis l'effet coopératif, c'est un peu cette idée que une fois que je fixe une molécule de dioxygène, la deuxième est plus facile que la première, la troisième plus facile que la deuxième, et la quatrième plus facile que la troisième.
Ensuite, on nous demande de représenter le diagramme énergétique des orbitales à fort caractère métallique d'un centre métallique entouré de 6 ligands identiques, géométrie octaédrique. Bon, c'est pour faire un petit feedback du cours. Et puis on déduire le diagramme énergétique d'un complexe ML5 de géométrie pyramidale à base carrée. Ok, donc on va partir de la situation déjà où j'ai le complexe ML6 de géométrie octaédrique. Et je vais faire un diagramme d'énergie. Donc là, c'est un rappel. Donc en fait, ce qu'on entend par orbital à fort caractère métallique, c'est celles qui sont directement issues des orbitales D. Donc on va avoir 3 orbitales dégénérées, donc que dans le cours on avait appelé les T2G, qui en fait contiennent les orbitales DXY, DXZ, DYZ du métal. Et on va avoir 2 orbitales moins stables qui ont été déstabilisées, qui sont les 2G. Et les 2G sont issus des orbitales DZ carré et DX2 moins Y2, combinées avec celle des ligands avec les orbitales des ligands de symétrie adaptée, bien sûr. Ok, donc je considère que je n'ai pas besoin de représenter celles-ci. Normalement, vous les connaissez, vous savez les représenter sans problème. Sinon, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, très clairement. Maintenant, par contre, je vais quand même vous rappeler l'allure de ces deux-là. Donc, pour celle qui est issue de la dz carré, moi, ce que je fais, c'est que je vais d'abord représenter la dz carré ici. Voilà. Et puis, on avait, pour les orbitales de symétrie adaptée des ligands, des contributions assez fortes selon l'axe Z. Donc là, mon axe, je vais mettre mon petit repère quand même. Axe Z vertical, X pointe vers vous, et Y vers la droite. Et puis, on va avoir, hop, ici des contributions négatives. Donc, on a bien une orbitale qui est globalement antiliante. Et donc, qui est moins stable que le niveau de départ des orbitales D du fer qui serait ici. D'accord? Alors que je rappelle que les T2G, elles, sont non liantes. C'est important de se rappeler de ça. Les 2G sont antiliantes. Et puis de l'autre côté, je vais représenter maintenant la dx carré moins y carré qui se combine avec les orbitales de symétrie adaptée. Sauf que bon, je m'y suis mal pris en fait par rapport à celui-là. Parce que si je suis mon repère, pardon, je dois plutôt la représenter comme ceci. Hein. Voilà, et donc là je vais faire la même chose avec... Ça c'est la dx2 moins y2, et du coup je vais avoir des contributions à ce niveau-là, toujours des recouvrements en opposition de phase, et par contre il n'y a aucune contribution selon l'axe Z. Donc voilà l'orbitale des 2G, là je suis dans le cas des ligands L purement sigma donneur. Ok, ce que j'aurais pu préciser d'ailleurs dans l'énoncé. Ensuite, on nous demande d'en déduire le diagramme d'énergie d'un complexe ML5 de géométrie pyramidale à base carrée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer un ligand pour passer en ML5. Donc, ça veut dire que, par exemple, je vais garder le ligand qui est en haut, les 4 ligands qui sont dans le plan XY. Mais je considère que je retire le ligand du bas. Alors, qu'est-ce qui va changer dans les orbitales si je retire le ligand du bas? Sur la dx2-y2, rien du tout parce qu'il n'avait pas de contribution. Dans les lions liantes, rien du tout parce qu'il n'avait pas de contribution. Par contre, ici, je retire cette contribution qui était antiliante, donc déstabilisante. Donc, enlever de l'interaction déstabilisante, ça revient à stabiliser l'orbital considéré. Donc là, en termes d'énergie, je vais avoir les 3 T2G qui sont toujours la même énergie, la dx2-y2 qui n'a pas bougé, et par contre la dz carré qui a été stabilisée. Ok, donc ici j'aurai la dz2 et la dx2-y2. Donc ça serait ML5, géométrie pyramide à base carrée. Bon, la troisième question, là aussi, on est un petit peu on révise encore. On donne la forme de l'orbital auto-occupé du monoxyde de carbone, plus développé sur le carbone, on vous le dit, donc on devine que le carbone, je vais mettre en bleu, hop, le carbone est à gauche, l'oxygène est à droite. Les orbitales bases vacantes du monoxyde de carbone sont les ON pi antiliantes, on vous demande de les représenter. Donc les orbitales pi, en fait, si vous représentez donc le monoxyde de carbone, mettons que je le mette comme ceci, hop, avec ici par exemple un axe, tiens, on va garder ce qu'on avait avant, x, y, z.
ça veut dire que l'axe Y est l'axe internucléaire. Donc les orbitales pi et pi étoile sont issues de l'interaction entre les orbitales. Je vais faire un diagramme pour les OMP, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au point là-dessus. Des orbitales 2px et 2pz des carbones. Donc en fait, si je fais le diagramme, donc là je tiens compte que des orbitales de symétrie pi, c'est-à-dire celles qui sont antisymétriques par rapport à une rotation de 180 degrés autour de l'axe internucléaire, qui ici est Y. Hop, donc là je vais avoir le carbone, l'oxygène. L'oxygène étant plus électronégatif, les orbitales 2p sont plus basses que celles du carbone. Donc on a dit quoi? 2px, 2pz. Même chose ici. 2px, 2pz. Je vais donc avoir les deux orbitales liantes ici qui sont, elles, plus développées sur l'oxygène. Donc ça, ce sont les pi. Et les deux orbitales antiliantes qui sont les pi étoiles, plus développées sur le carbone. Bon, globalement, ici, on ne peut pas faire tout le remplissage parce qu'il faut les orbitales sigma, mais on sait que les pi sont occupées, puisque ça représente la deuxième et la troisième liaison du CO. Et en fait, les deux orbitales qu'on a ici, ce sont bien les bases vacantes du CO. Et donc au niveau de l'allure, c'est très simple, elles sont plus développées sur le carbone et elles sont antiliantes. Donc ça, par exemple, ça serait la pi étoile X et puis la pi étoile Y, pi étoile Z, pardon, ce serait celle-ci. Là aussi plus développée sur le carbone et antiliante, donc il y a un changement de signe quand je passe d'un atome à l'autre. Si je devais rajouter l'orbitale HO, en fait, il se trouve qu'elle est, elle est par ici, à peu près. C'est la 3 sigma. C'était pas du tout une bonne idée de le faire en bleu. Je le refais vite fait. Hop, on va le faire en vert comme ça. La 3 sigma, elle serait probablement par là. D'accord? Avec 2 électrons. Et donc ça, c'est la HO. Donc celle-ci, pourquoi on vous la donne? Vous ne pouviez pas la deviner. C'est une orbitale en fait qui est issue d'une interaction à 4 orbitales. Donc si on suit le programme, on ne peut pas vous demander ni de la trouver, ni de la dessiner. On peut éventuellement demander de proposer une allure, mais c'est vraiment le maximum. Mémoire vite fait, oui, c'était... Alors là, on me demande de représenter les interactions orbitalaires entre un ligand CO et un atome de fer de l'hémoglobine. Expliquer pourquoi le monoxyde de carbone suit fortement, blablabla, blablabla. Ok. Bon, ici, on va reprendre un atome de fer de l'hémoglobine, donc on va comprendre la désoxyhémoglobine pour qu'il y ait une place. Donc en fait, on peut imaginer que j'ai mon atome de fer, un atome de fer plutôt, qui se trouve ici dans son environnement pyramide à base carrée, tac, par exemple comme ceci, et puis je vais avoir le CO qui va venir en face. D'accord? Donc dans cette configuration-là, et puis je vais garder mon repère XYZ que j'avais au tout début. Là, les interactions à considérer, pour le faire, ce qu'on regarde, c'est les orbitales à fort caractère métallique qui ont été données au tout début. Pour le CO, on regarde les orbitales frontalières, donc on a l'AHO qui a été donné avant, et puis les deux BV. Ok ? Bon, dans toutes mes représentations, je vais considérer que j'ai le fer ici, le carbone ici, puis l'oxygène, d'accord? Cette interaction-là. Donc si je commence par exemple par mettre l'orbitale, comme ceci, du coup la HO du CO, qui est à peu près cette allure-là, en dessous, on voit assez facilement, normalement, que c'est la DZ carré qui a la bonne symétrie pour interagir. D'accord? Là, on vous demande de représenter l'interaction, donc pas forcément les OM qui en sont issus, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à dire c'est liant, anti-liant. On essaye de voir qui interagit avec qui. Donc là, j'ai la DZ carré, la 3 DZ carré du fer, qui va interagir avec la HO de CO. Ensuite, il faut que je m'occupe des bases vacantes. Donc les bases vacantes de CO, c'est les orbitales qui sont orientées comme ceci, puisque c'était les orbitales pi. Hop. Donc là, sur le fer, je ne vais pas faire toute l'analyse des symétries, mais normalement, vous trouvez que c'est la DYZ qui a la bonne symétrie. Tac. Puisque là, il y a un recouvrement non nul. Donc ça, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre pause, à le faire à tête reposée. Donc celle que j'ai représentée pour CO, c'était la pi étoile Y
de CO. Et en face, j'ai la 3DYZ du fer. Et puis enfin, la troisième interaction qu'on va avoir, là, c'est l'autre orbital pi du CO. Donc, qui serait... Alors, je ne vais pas la représenter comme ça. Je vais essayer d'être plus malin. C'est-à-dire que je vais la représenter comme ceci. Donc là, ce serait la pi étoile X de CO. Et en face, qu'est-ce que je vais avoir? Naturellement, je vais avoir la DXZ, 3DXZ du fer. Je conseille vraiment, quand vous représentez l'interaction, n'hésitez pas à prolonger avec les pointillés quand on ne représente pas dans le plan de la feuille, ça facilite vraiment les choses. Voilà, finalement, déjà, il y a 3 interactions. La plus importante, c'est toujours celle-là, hein, c'est celle qui modélise la sigma donation, en fait. Hop. Donc, sigma donation, ça veut dire que c'est le ligand qui donne au métal. Tous les ligands, à part les grosses exceptions, sont sigma donneurs. Alors, une des exceptions, justement, qu'on peut considérer comme un ligand d'exception, c'est le dioxygène. Et puis là, on a des interactions avec des orbitales pi vacantes du ligand. Donc ça, c'est de la pi rétrodonation. Ce qui colle bien avec le cours, puisqu'on avait montré que le ligand CO est un ligand pi accepteur. Mais vous voyez quand même que quand on a à la fois sigma donation, pi rétrodonation, bah, ça fait beaucoup d'interactions déjà. En plus, le CO a une haute occupée qui est haute en énergie. Bref, ça on le sait parce que le carbone est un bon nucléophile. Hein. Pardon, je mélange un peu tout, mais du coup, on a une interaction très forte. Le ligand CO, c'est un très bon ligand. Donc HO haute en énergie, il a 2 BV qui sont assez basses qui peuvent interagir, donc il est à la fois sigma donneur et pi accepteur. Bref, on a une interaction qui est très forte, hein. C'est un bon ligand. CO, et en face, le dioxygène. Bon, bah, le dioxygène, si vous regardez dans le cours, on ne l'a même pas défini comme un ligand. Habituellement, ce n'est pas un ligand, c'est vraiment dans l'hémoglobine, il y a un environnement protéique qui fait qu'il se débrouille pas trop mal. Mais sans ça, vous mettez du fer dans l'eau, il va jamais se coordonner tout seul au dioxygène. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de la question. Alors, que faut-il faire pour secourir une personne empoisonnée au monoxyde de carbone? Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est lui envoyer une très forte pression de dioxygène pour déplacer l'équilibre. En fait, quand vous empoisonnez au monoxyde de carbone, ben, mettons que vous avez l'hémoglobine oxygénée, et puis en fait, le CO va prendre la place, va prendre la place du O2. Donc en fait, si vous voulez, le sens direct, bah, c'est le sens de l'empoisonnement. Et le sens indirect, bah, ça serait pour enlever le poison. Donc il faut, pour déplacer l'équilibre, mettre une très forte pression en dioxygène. Et c'est ce qu'on fait en pratique. Alors, quel rôle joue l'environnement protéique vis-à-vis des deux ligands O2 et CO? Et bah, globalement, l'environnement protéique, déjà on l'a vu, il va, je l'ai un petit peu dit avant, c'est-à-dire qu'il va permettre au fer déjà de ne pas se faire oxyder. Donc en fait, ça met le fer dans une poche hydrophobe. Donc tout ça c'est écrit dans le doc, qui évite l'oxydation du fer 2. Et si le fer 2 s'oxyde en fer 3, il ne peut plus fixer O2. Donc en fait, attention, quand O2 se fixe au fer, on peut dire qu'il y a oxygénation, mais pas oxydation. Hein. C'est pas la même chose. Oxydation, vous changez le degré d'oxydation. Oxygénation, vous fixez un ligand dioxygène. Voilà. Et puis ensuite, bah, il y a la conformation en quelque sorte, l'organisation spatiale des chaînes polypeptidiques, qui va en fait favoriser largement la fixation du dioxygène par rapport à celle du CO. Alors vous avez les ordres de grandeur, dans le document. Bon, ça varie un peu d'une source à l'autre, mais grosso modo, je crois que le facteur, si vous mettez un M dans l'eau, alors je parle pas d'un M que vous achetez au restaurant chinois, hein, un M ça s'écrit comme ceci, HEM. L'affinité pour le CO est 2,5 10 puissance 4 fois plus grand, si ma mémoire est bonne. Et en fait, quand vous êtes dans l'hémoglobine, c'est-à-dire vous avez 4M avec les chaînes polypeptidiques, mais là, vous avez un rapport qui est plutôt de 200, ce qui est déjà quand même
beaucoup mieux. Le ligand CO reste un ligand très fort, mais beaucoup moins fort que le dioxygène. Alors dans la 6e question, on vous demande de fournir une explication au changement de couleur de la fixation de O2 par l'hémoglobine. On raisonnera sur un diagramme énergétique en considérant les orbitales à fort caractère métallique. En fait, on va reprendre un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous rappelez, je vous ai fait faire le ligand... Pourquoi je mets un azote au milieu, moi? C'est un fer. Hop. Le ligand avec en Ml5 pyramide à base carrée. Donc là, on avait dit, ok, bah, son diagramme, c'est quelque chose comme ça, avec ici la dx2-y2 et ici la dz carré, parce qu'elle avait perdu un ligand. Et maintenant, on va remettre un ligand à partir de là. C'est-à-dire qu'on dit ok, bah maintenant on va coordonner le fer, le dioxygène, comme ceci. Quel effet ça va avoir? On a de nouveau un ligand, le ligand qui était parti ici, qui revient, mais qui est un ligand faible, en quelque sorte. Donc ça va remonter la dz carré, mais pas complètement. Donc on se retrouve plutôt avec quelque chose comme ça. La dx2 moins y2 qui n'a pas bougé. La dz carré du coup qui a remonté par rapport à ml5 ou alors qui a un tout petit peu descendu par rapport au ml6. Et puis en première approximation, on va dire que ces orbitales-là n'ont pas bougé. Ce qui en pratique n'est évidemment pas vrai, au même titre que quand on dit que tous les ligands sont identiques. C'est pas tout à fait vrai non plus, mais on a une approche, disons que voilà, on a une approche simplifiée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour remettre par rapport à l'énoncé, le ML5, ça serait la désoxyhémoglobine, donc on note HB, alors que celle-ci, c'est l'oxyhémoglobine qu'on note HbO2. Voilà. Et on apprend également que dans l'hémoglobine, le fer est plus petit, et qu'on parle de configuration au spin. Donc ça, on l'a vu dans le cours. Alors il a 6 électrons, le fer 2, 6 électrons de valence. Donc une configuration au spin, ce serait ça. Au spin, ici, on aura un spin égal à 2, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Alors que de l'autre côté, le fait que la dz carré soit moins accessible, on est en configuration bas spin. Et donc là, on va avoir les électrons qui sont tout en bas, et donc la configuration bas spin, on aura un spin qui est égal à 0. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'à un moment dans l'énoncé, il est dit que le fer dans la désoxyhémoglobine est plus gros, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il ne se cale pas bien entre les 4 atomes, bref, il dépasse un peu, il a un rayon ionique plus important que dans l'hémoglobine. Okay. Comment on peut l'expliquer, ça? Alors, n'hésitez pas, quand je pose des questions comme ça, à mettre pause, à réfléchir. Du coup, moi, je vous donne la réponse si vous avez remis lecture ou que vous n'avez pas mis pause. Ici, pourquoi il est plus gros? En fait, on a des orbitales antiliantes qui sont occupées. D'accord? Je vous rappelle que ces orbitales sont antiliantes entre le métal et le ligand, entre Fe et N. Donc, comme elles sont occupées, alors le don qui n'est pas ici, je vais faire les choses bien, occupées, donc la distance FeN dans la désoxyhémoglobine est supérieure à la distance FeN dans l'oxyhémoglobine. Ah oui, alors j'avais oublié, on vous demandait aussi d'expliquer le changement de couleur. Le changement de couleur, en fait, il faut se rappeler que déjà la couleur, globalement, dans un complexe de 6 places, ça va être dû aux transitions que vous avez, par exemple, entre les orbitales à fort caractère métallique. Donc on voit bien qu'il y a une modification déjà des niveaux d'énergie, et donc forcément une modification de la couleur. Donc déjà, quand vous donnez cette explication, on est bien parti. Ensuite, on peut essayer de regarder un poil plus dans le détail, donc là je vais vous remettre les spectres. Déjà, vous voyez, dans ce spectre, on voit bien, donc en rouge, c'est l'oxyhémoglobine. On a bien 2 bandes d'absorption de niveau assez proches, qui correspondraient aux 2 bandes ici. Alors que dans la désoxyhémoglobine, on a quelque chose de... On a peut-être 2 bandes. Bon, là, c'est beaucoup plus étalé, ça, à notre niveau, on ne peut pas trop l'expliquer. Mais on voit qu'on a une absorption à peu près au même endroit. Et puis que là, on a une absorption d'énergie plus faible, donc à longueur d'onde plus élevée. Donc, vous voyez, on arrive à relier cette petite absorption-là, enfin, c'est-à-dire où l'écart énergétique a diminué, on a une longueur d'onde qui a augmenté. Je vous rappelle que ça, vous le justifiez en vous appuyant sur la relation que l'énergie du photon, ça va être hc sur lambda. Donc l'énergie du photon est inversement proportionnelle à la longueur d'onde.
Au niveau de la couleur, pour la courbe rouge, on voit qu'on absorbe plutôt dans la zone bleue et après, mais surtout ce qu'on voit, c'est que la courbe rouge laisse passer le rouge. D'accord. Alors que la courbe bleue, elle laisse plus passer le rouge que le reste, mais pas tant que ça non plus, donc c'est plus foncé. Voilà ce qu'on peut dire. Et enfin, dernière question pour l'hémoglobine, expliquer en quoi l'hémoglobine est adaptée pour jouer pleinement son rôle dans le transport et la libération des gaz lors d'une activité physique. Alors là, on va traiter plusieurs choses, mais je vais vous ramener les figures aussi. Bon, la première figure, c'est plus pour comprendre le fonctionnement. En fait, on voit que plus il y a du O2 dans les tissus, donc on peut raisonner en pression partielle ou autre, plus l'hémoglobine va fixer le dioxygène. Donc, ce qu'il faut capter, c'est que du coup, quand vous êtes au niveau des poumons, on est plutôt à des endroits où il y a des fortes pressions partielles en dioxygène. Donc là, elle va bien se saturer en dioxygène. Et ensuite, quand elle arrive dans les tissus, par exemple dans les muscles, il y a moins de dioxygène parce que le dioxygène est consommé, par exemple, par l'activité physique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a moins d'affinité. Donc, le fait d'être dans cette zone-là, elle va avoir tendance à relarguer facilement son dioxygène qui va pouvoir être consommé. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fixer le dioxyde de carbone, et ensuite elle retourne vers les poumons, et vous pouvez vous débarrasser de votre dioxyde de carbone. Ça, c'est voilà, juste en intro. Maintenant, regardons de plus près. Bon, alors, il n'y a pas toutes les courbes, mais on va se contenter de ça. Ça permet vraiment de comprendre le principe. En fait, l'influence du CO2. Dites-vous bien une chose, dans les tissus, au moment où vous faites de l'activité physique, vous allez convertir des sucres et des graisses qui réagissent avec le dioxygène, et ça va créer du CO2. Ça. Donc le carbone qu'il y a dans les sucres et les graisses va finir par être oxydé sous forme de CO2. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que plus la pression partielle en CO2 est importante, plus la saturation diminue. On va raisonner à concentration de dioxygène fixée, donc c'est-à-dire si je me mets comme ça, je vois que du coup, la formation de CO2 va avoir pour effet de diminuer la saturation de l'hémoglobine. Autrement dit, je crée du CO2, l'hémoglobine largue son dioxygène. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est justement aux endroits où on crée du CO2 qu'a priori, on a besoin de dioxygène pour continuer l'exercice. Le pH, même chose. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va avoir une désaturation lorsque le pH diminue. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que même chose, au cours de l'activité physique, vous avez une légère acidose, et donc cette légère acidose va envoyer en quelque sorte le signal à l'hémoglobine de relarguer plus de dioxygène pour maintenir l'effort. On aura la même chose avec la température, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus l'hémoglobine va relarguer son dioxygène. Donc c'est la même chose, vous inspirez de l'air frais, du coup là, ça va être bon pour qu'au niveau des poumons, il y ait un maximum de dioxygène fixé. Et ensuite, quand ça arrive dans les muscles, là où il fait le plus chaud, donc en pleine activité physique, vous atteignez une température de 40-41 degrés parfois. Donc on parle souvent du 37 degrés de moyenne, mais l'élévation de température est vraiment importante. Et donc facilement 39-40 en tout cas. Donc à ce moment-là, l'hémoglobine va relâcher beaucoup plus de dioxygène. Et il y a le même phénomène avec un métabolite qui est le 2,3-bisglycérophosphate. Mais bon, ça voilà, je ne rentre pas dans le détail pour le moment. Voilà, pour l'hémoglobine, je pense que c'est bon. Du coup, on passe à la deuxième partie de cette approche documentaire. Donc là, c'est deux questions un peu plus isolées. On vous demandait de dessiner le cycle catalytique de l'hydroxydation des alcanes par le cytochrome P450. Donc je rappelle qu'on découvrait un petit peu dans le document que le rôle de cytochrome, c'est d'hydroxyler des molécules a priori très hydrophobes, et le fait de les hydroxyler, vous intégrez des groupements OH qui sont hydrophiles, vous augmentez la solubilité dans l'eau, et donc ça va nous permettre d'éliminer des composés potentiellement toxiques ou trop concentrés, enfin bref, voilà. Ok, là on demande en fait de présenter exactement la figure que j'ai mis à gauche, mais sous forme de cycle catalytique. Là, il faut repérer d'entrée de jeu que le fer 3, il est là au début, il est là à la fin. On a compris que c'est le catalyseur, donc c'est en quelque sorte le porteur de chaîne. Donc je vais construire mon cycle autour du fer 3. Donc dans la première étape, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc un électron plus du dioxygène, ce qui va conduire à la formation de Fe3+, O2-. Je me contente de recopier ce qui est présenté. Je ne vais vraiment pas faire plus, c'est juste présenter sous forme de cycle. Donc là, je vais avoir Fe3+, O2-. Ensuite, dans l'étape d'après, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 2 H+ qui rentrent et une molécule d'eau qui sort. Pour arriver, alors je vais représenter qu'une seule des formes mésomères,
Fe3 plus O. Et puis ensuite, justement, RH, ça c'est vraiment le composé qui nous intéresse, parce que c'est l'hydrocarbure en question, qui va nous conduire à la formation de Fe3+, enfin hydrocarbure ou molécule organique, OH plus R point. Et puis ensuite, on arrive au fer3 et on libère l'alcool souhaité. Voilà. Alors, je ne l'avais pas demandé, mais j'aurais dû, donc on va le faire. L'équation correspondant à cette transformation, on peut s'amuser à l'écrire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cycle catalytique? L'équation, ça va être ce qui entre égale ce qui sort. Donc ce qui entre, qu'est-ce que j'ai? Pas de fer3 puisqu'il reste dans le cycle. J'ai le composé organique RH, j'ai 2H+, j'ai 2 électrons et O2. Donc mon équation, ce serait RH plus O2 qui est l'oxydant, plus 2H+, plus 2 électrons, qui me donnerait ROH plus H2O. Alors on voit bien qu'il y a 2 électrons, donc là c'est pas une équation chimique, c'est une demi-équation redox, donc ces 2 électrons, il faut bien qu'ils viennent de quelque part, et je crois que c'est ce qu'on voit dans la question 10, puisque on va vous présenter un des réducteurs qu'on trouve dans l'organisme. Voilà, donc effectivement, pour avoir une équation chimique, il faudra coupler cette équation avec une autre équation, faisant intervenir dans les réactifs un réducteur. Question 9, on nous demande de donner une explication à la régiosélectivité de l'hydroxylation. Autrement dit, on voit qu'on a ciblé le carbone 11, le carbone 17 et puis le carbone 21 qui est là. Bref, en fait, si on regarde dans le texte, c'est le fait c'est l'enzyme, c'est l'action enzymatique qui permet d'avoir une sélectivité. Autrement dit, si vous voulez, quand il y a un complexe enzyme-substrat, il y a une poche, en quelque sorte, dans l'enzyme, qui a une forme bien précise et qui fait que le substrat, donc en l'occurrence ici la progestérone, elle ne peut pas se présenter n'importe comment. Et donc les atomes réactifs qu'elle va présenter dépendent vraiment en fait de la forme de la poche. Ça, c'est vraiment le premier argument qui est donné dans le texte. C'est celui qui est attendu. Maintenant, si on veut aller un poil plus loin, ça c'est plus une info pour vous. Pour ces deux-là, sachant qu'on passe par un mécanisme radicalaire, du coup, donc ça correspond à ces deux-là, on voit qu'on est en alpha de la double liaison CO. Et en fait, on va passer par ce type de radical-là, donc je vous le dessine. Alors la chimie radicalaire, au niveau du programme, c'est un peu borderline, mais on aura un radical comme ça en alpha. Et il se trouve que les radicaux, ils sont stabilisés de manière analogue aux carbocations et carbanions. Donc il faut essayer de voir si on peut écrire de la mésomérie, et ici c'est le cas, en fait, donc on n'écrit pas des flèches, mais des demi-flèches, comme ceci, tac. Et on peut écrire une forme mésomère du radical. Donc là, je vous rassure, vous n'avez pas forcément à voir ça. C'est plus un truc qu'on voit dans le programme des BCPST d'ailleurs. Tac. Et en fait, le radical en alpha va être stabilisé. Donc cette considération permet de justifier un peu plus proprement ces deux points-là. Et vraiment pour celui-là, là on peut clairement pas le deviner. Mais c'est surtout dû, comme je l'ai dit avant, à la forme de l'enzyme. Ouais, puis la dernière question, on donne pour le NADP+, et NADPH, fin du document 3. Donc là, je vous ai mis le NADP+. Expliquez pourquoi NADPH est un donneur d'hydrure et dans quelles étapes l'hydroxylation de ce couple redox pourra intervenir. Alors dans quelles étapes? Dans les étapes où il y a une donation d'électrons. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu avant, donc c'était les deux premières. Bon, après pour la question, expliquer pourquoi c'est un donneur d'hydrure, je dois dire que mon énoncé là était un peu foireux dans le sens où il faut vraiment que vous alliez regarder les formes modèles moléculaires, donc c'est pas vraiment aisé. En fait, du coup, je vous rappelle, ce qui aurait dû être bien représenté, c'est ce qu'on a ici. C'est que on va avoir, donc là je simplifie, je vais noter tout le reste R. Mais en fait là on est dans la forme NADP+, donc on a ça. Donc là je vous donne les représentations que j'aurais dû vous donner. Hop. Et puis, donc ça c'est NADP+, et NADPH, en fait il va se présenter comme ça. Là, si vous voulez, vous pouvez mettre pause et essayer de m'expliquer pourquoi NADPH est un donneur d'hydrure. Voilà, à vous de voir si vous mettez pause. Cela étant fait, regardez qu'est-ce qu'on a en plus dans le NADPH en fait. Par rapport à l'autre, on a un hydrogène de plus dans cette position-là. Ici, j'en ai qu'un, ici, j'en ai deux. Et généralement, alors en cours, on l'avait vu, on l'avait vu dans un cours.
d'oxydoréduction pour réduire le pyruvate en lactate. Donc je vous donne un exemple typique, j'ai une cétone, donc c'est un réducteur que vous trouvez dans l'organisme. Si j'ai une cétone par exemple, c'est le fait de retrouver en fait ces 3 doubles liaisons conjuguées là qui va être très stabilisant et qui permettent d'expulser comme ceci, tac, tac, un ion hydrure qui va aller s'additionner sur le carbone électrophile ici. Donc, en fait, c'est une sorte d'addition nucléophile. Le NADPH est un donneur de H-, et on a le NADP+, du coup un alcoolate, qui par la suite pourra aller capter un proton. Voilà les chimistes, bon j'espère que c'était assez clair cette approche doc, j'ai essayé de pas trop traîner, donc des fois voilà, dites-moi dans les commentaires si c'était assez clair, s'il y a des questions, etc. Parce que je sais que parfois je me dis il faudra que j'explique plus, ça serait peut-être plus facile, mais en même temps si la vidéo se met à faire 45 minutes, ça va pas le faire. Et puis par rapport à cette hémoglobine, moi j'hésite un peu, parce que il y a tellement de choses à dire, et notamment dans des domaines appliqués, comme notamment le sport, il y a énormément de choses à voir autour de l'hémoglobine, par exemple, elle a un effet tampon, donc elle joue un rôle dans la régulation de l'acidité. On se rend compte aussi en faisant des mesures que par exemple vous allez faire un footing dans une ville polluée, c'est comme si vous aviez fumé un demi-paquet de clopes. Enfin bref, il y a plein de choses à dire dessus. Donc je me tâte un peu à faire une vidéo sur la chaîne principale autour de l'hémoglobine, mais plutôt orientée vraiment sur les applications, notamment quand on s'intéresse au paludisme. Alors c'est pas exactement d'actualité, mais quoique, on a un traitement commun peut-être, donc voilà, on voit que l'hémoglobine aussi joue un grand rôle dans tout ça. La concentration en hémoglobine joue un grand rôle aussi dans ce qu'on appelle votre VO2 max, votre capacité à inhaler, transporter, utiliser le dioxygène. Donc je me dis que peut-être, voilà, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais plus à titre de vulgarisation, d'information, un petit topo sur le sujet, ça peut être cool. Voilà. Et puis mes étudiants, je vous retrouve lundi pour reparler, approfondir cette approche doc. Et puis bon week-end à tous. Salut.